Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Blabla GP, l'émission 100% moto. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le pilote World SBK du team Tenkate Racing Yamaha. Un titre de champion d'Europe Superstock, une victoire au bol d'or, 2 victoires et 14 podiums en World SBK, 3 saisons en MotoGP et enfin 364 rondins de bois découpés devant son chalet depuis le début du confinement. C'est Monsieur Loris Baz. Salut Loris, comment vas-tu? Salut Yann, ça va et toi? Ça va super. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Monsieur Thomas Morcellino, le statisticien officiel du MotoGP. Salut Tom, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ça va super, ça va très bien. Et enfin, nous avons eu le plaisir de recevoir lors de notre dernière émission Michel Turcot, journaliste Moto-Revue GP Racing. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous en tant que consultant Monsieur Gilles Delaposta, journaliste et commentateur pour Eurosport et doublure officielle de Jason Statham. Salut Gilles, comment vas-tu? Il s'y attendait pas. Salut Yann. J'aime bien quand tu parles avec les mains parce qu'en fait, on les voit pas. C'est vrai? Bon. Mets-les dans l'axe, faut les mettre dans l'axe. Comme ça, je vais parler comme ça. Au sommaire aujourd'hui dans Blabla GP, dans la première partie actu, nous allons parler de la saison World SBK 2020, de l'étape française à Manicourt, mais aussi des 24 heures du Mans et du bol d'or pour l'endurance. Dans la deuxième partie GP Stories, nous allons aborder le sujet des décos de casque des pilotes et nos intervenants nous parleront de leurs anecdotes de paddock. Enfin, pour terminer, un quiz spécial réseaux sociaux. Blabla GP en mode confiné, c'est parti. Messieurs, va-t-on voir du World SBK en 2020? Gilles, réponds-nous, s'il te plaît. Ouh là là, alors là, c'est bien difficile de répondre par oui ou par non. Ce qu'on sait, c'est qu'on en a vu déjà, et il y a quand même pas mal de championnats où on n'a rien vu du tout. Donc, on a quand même fait une épreuve du côté de Phillip Island au début du mois de mars. Ensuite, toutes les épreuves ont été reportées, Losail, Jerez, Assen. Il y a eu une réactualisation du calendrier par la Fédération internationale le 15 avril. Imola, qui devait avoir lieu le 10 mai, donc là, dans quelques jours, a finalement été simplement annulée. Et la saison qui devait se terminer le 10 octobre à San Juan, en Argentine, se prolongera, ou se prolongerait, parce qu'il faut quand même mettre tout ça au conditionnel, fin octobre à Jerez, début novembre à Misano, et puis on verra si on n'arrive pas à intercaler notamment Losail, soit avant, soit même après. Voilà, pour l'instant, on en est là. Et le premier rendez-vous, ça serait éventuellement, je crois, Donington, début du mois de juillet, pour le Superbike. D'accord. Bon, Loris, c'est plutôt positif, ça sent bon quand même. Ouais, bah depuis le début, je pense que c'est ce que je dis, on n'est pas les plus à plaindre dans le sport parce qu'on n'a pas une échéance en juin de fin de championnat comme dans le foot ou dans d'autres sports. Nous, on peut prolonger la saison. Je pense qu'on peut même faire des courses jusqu'au mois de décembre dans d'autres pays. On va pas les rouler à Manicourt ou à Donington au mois de décembre, mais on peut largement finir une saison au mois de fin novembre. De toute façon, on fait toujours des tests à cette époque-là ou même au mois de décembre. Surtout nous en Superbike, on n'a pas trop ce problème de température avec les pneus. Donc ouais, on n'est pas les plus à plaindre et faut juste prendre son mal en patience. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas une saison complète. Je pense pas qu'on arrive à faire 11 ou 12 épreuves, mais voilà, même si on arrive à faire un championnat entre 7 et 9 épreuves, ce sera déjà bien à la fin et ça fera un beau championnat, surtout qu'on a 3 courses par épreuve. Alors, justement, maintenant qu'on a sûrement un calendrier qui va arriver, dans quelles conditions vont se dérouler ces épreuves? Tom, as-tu des infos? Alors déjà, moi je pense que, comme disait Gilles, donc la première épreuve, ça serait éventuellement Donington, mais j'ose imaginer qu'elle n'aura pas lieu, dans le sens où sinon, à ce compte-là, ça voudrait dire que la F1 pourrait commencer plutôt à Silverstone, et pareil pour le MotoGP à Silverstone. Donc début juillet, ça me semble un petit peu tôt, et ce qui se dit, effectivement, c'est que probablement la saison MotoGP pourrait commencer à Jerez à la fin du mois d'août, fin du mois de juillet, pardon, excusez-moi, et qu'il pourrait y avoir 2 courses suivies d'une première, du retour du Superbike au bout de la 3e semaine. Donc, ce serait 3 épreuves consécutives à Jerez, dont la dernière du Superbike. Donc après, est-ce que Jerez a fait une offre, la Dorna a fait une offre à Jerez, et on verra si ça se concrétise, mais je pense que début juillet, ça risque d'être un petit peu tôt. Donc voilà, après, pour répondre à ta question,
Comment ça va se matérialiser? Pour l'instant, on ne sait pas encore. On sait que le paddock MotoGP, j'ai discuté avec Hervé Poncharal hier, le paddock MotoGP sera restreint, confiné, c'est-à-dire qu'il y aura un espèce de confinement qui sera mis en place dans le paddock, c'est-à-dire essayer de limiter au maximum les déplacements en dehors du paddock, même à l'intérieur du paddock, essayer d'éviter que les gens soient en contact trop souvent. Il y aura des tests à l'entrée, à la sortie, avant même de partir aussi de chez soi. Donc, c'est pour l'instant, c'est difficile de voir comment ça va se matérialiser. Ça risque d'être compliqué, mais bon, on verra. Je pense que là, aujourd'hui, pas mal de protocoles sont étudiés, pas mal de scénarios sont étudiés aussi, donc on verra comment ça va se matérialiser. Mais début juillet, pour moi, ça me semble un petit peu tôt. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que le World SBK va être sacrifié au profit du MotoGP, Gilles? Alors, si tu regardes, faut pas être naïf, le poids économique de la MotoGP comparé au championnat du monde Superbike, c'est sûr que ça pèse beaucoup plus lourd que le mondial Superbike, n'en déplaise à Loris. C'est vraiment le vrai bébé, c'est l'enfant naturel, les GP de la Dorna, alors que le World SBK est rentré dans le giron de Carmelo Ezpeleta assez récemment. Malgré ça, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il délaisse le World SBK. J'ai plutôt l'impression que pour l'instant, c'est pas trop mal géré de la part de Ezpeleta. Et il n'y a pas trop de décisions à prendre en fait en ce moment, parce que il faut déjà que les États eux-mêmes sachent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent autoriser, et ensuite c'est aux organisateurs de s'adapter. Alors là, c'est sûr que du côté de la Dorna, il y a le MotoGP, il y a le World Superbike. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait véritablement une préférence, même si c'est sûr qu'il y en a un qui pèse plus lourd que l'autre. J'ai une question. Il y a un calendrier World SBK, un calendrier MotoGP. On parle de Grand Prix en suivi, de courses en suivi. Par exemple, le Red Bull Ring, le World SBK pourrait se retrouver là-bas. Est-ce que toi, c'est un avantage pour toi, Loris, de te retrouver sur des circuits que tu connais déjà? Ouais, oui et non. Après, ça peut, si c'est le Red Bull Ring, c'est un circuit que je connais. Après, on peut aller sur d'autres circuits que je connais pas forcément, même si je les connais tous en MotoGP. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui mettent du temps à apprendre les circuits maintenant. Surtout le Red Bull Ring, c'est pas un circuit compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être un avantage du côté technique ou malgré tout une équipe comme Kawasaki, ils ont tellement de données et comme Ducati aussi avec les MotoGP, et ça leur permet d'être tout de suite à un bon niveau. Là, si on arrive sur un circuit où tout est remis à zéro, c'est pas mal. Donc ouais, après, je pense pas trop à ça, moi. Peu importe, là, si on me proposait de faire des courses sur un circuit de kart, j'irais. Donc voilà, juste faire des courses et le plus vite possible, mais et voilà. Alors sur ces conditions, Tom, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as des informations sur les teams? Combien de personnes par team? Comment ça va se passer? En fait, l'idée, c'est que déjà, l'IRTA a déjà envoyé un mail il y a quelques semaines à chacun des teams pour déjà, pour que les teams, proposent une liste restreinte de leur personnel, c'est-à-dire autoriser, je crois, maximum 40 personnes en MotoGP, je crois, et 12 personnes, je crois, en Moto2 et Moto3. Enfin, après, c'est à reconfirmer, parce que je crois que le protocole n'est pas encore totalement terminé. Mais l'idée, c'est d'avoir entre 1100 et 1300 personnes dans le paddock. Donc après, comme me disait Hervé Poncharal hier, il ne faut pas oublier que même s'il y a les pilotes, le staff technique, il y a aussi tout ce qui est équipementier, manufacture pneumatique, essence, frein, tout ce qui va avec. Donc, du coup, médical, exactement. Donc, du coup, ça va très, très vite. Donc, 1100 personnes, ça, voilà, c'est déjà compliqué. Et donc, c'est vrai qu'après, je lui posais la question aussi des médias. Est-ce que la présence des médias sera autorisée? Et donc, clairement, sa réponse, c'est une situation exceptionnelle comme celle-ci. Si on veut proposer un protocole qui soit, correct et en tout cas envisageable auprès des autorités de chacun des pays, il faut montrer qu'on a maximum 1100 personnes et que ça ne changera pas et que du coup, on est vraiment limité en termes de déplacement, tout ça. Donc, voilà, autoriser les médias, c'est compliqué. Et puis après, l'autre problème qui se passe aussi, c'est que si on autorise quelques médias, qui prend la décision? Qui dit toi tu peux y aller et puis toi pas toi, et ainsi de suite. Donc pour éviter tout ce climat qui pourrait être après pesant pour chacun des journalistes, du coup personne n'est autorisé, en tout cas ne sera autorisé. Peut-être qu'après les vannes seront un peu plus ouvertes, on verra comment évoluent les conditions sanitaires, mais après aujourd'hui c'est proposer un protocole le plus restreint possible pour que les pays puissent accepter des déroulements d'épreuves à huis clos, quoi. Pour toi, Loris, c'est un avantage ou un inconvénient ce huis clos?
pour moi, c'est impossible d'avoir un huis clos sur des courses de moto ou de voiture. Enfin, ok, on peut le faire, mais 1100 personnes, c'est plus un huis clos. Et il faut savoir que la totalité, enfin 90% du paddock ou même plus dort à l'hôtel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bloquer un hôtel uniquement pour le paddock. Enfin, moi, j'y crois pas depuis le début à huis clos. Après, ne pas amener les spectateurs, oui, bien sûr. Ça réduit, on va réduire le risque. C'est compliqué économiquement, bien sûr, pour le championnat et donc après pour les circuits et les teams. Après, voilà, c'est une situation exceptionnelle et nous, je pense pas que ça change grand-chose aux pilotes parce que c'est pas comme le foot où on entend où les spectateurs ont vraiment peuvent influer sur le résultat d'une course par leur encouragement ou quelque chose. Nous, quand on roule, honnêtement, on les entend pas. C'est après le drapeau à damier ou pendant le week-end, en dehors de la moto qu'on les voit, mais ça influe pas le résultat directement. Donc, je pense pas que ça influe les performances des pilotes ou que ça change quelque chose, mais c'est juste vraiment dommage parce que rouler devant des tribunes vides, c'est surtout un championnat du monde, c'est pas cool. C'est vrai. Alors moi, j'ai une question, est-ce qu'on va se retrouver avec des courses tous les week-ends, Gilles? Là, dans la séquence qu'a évoqué Carmelo Ezpeleta dans sa conférence par visiophone en début de semaine, il a évoqué une séquence où on ferait 2 grands prix des week-ends consécutifs, un grand prix de repos et on repartirait pour 2 week-ends consécutifs. Pour l'instant, c'est l'idée, de manière à pouvoir essayer de faire un maximum de courses. Je crois que Thomas avait rappelé dans votre numéro précédent qu'il fallait 13 courses au minimum pour que le championnat soit validé par la FIM. Après, c'est une situation exceptionnelle, j'imagine. Donc, ouais, ça, je pense que ça changerait même s'il y a que 8 courses de fait, ils valideront quand même un classement, pas avec une, mais je pense qu'avec 7-8 courses, ils arriveraient à valider un classement. C'est, comme tu l'as dit, c'est une situation exceptionnelle. Donc, je pense que chaque règlement évoluera dans ce sens-là. Ouais. On est d'accord, messieurs, que faire des courses en même temps que le MotoGP, c'est impossible. En endurance voiture, il y a une épreuve qui s'appelle le Super Sebring, donc c'est en Floride, où il y a le championnat du monde d'endurance qui roule pour les 12 heures de Sebring, et il y a l'IMSA, qui est le championnat de GT et d'endurance américain. Ça roule le même week-end, évidemment ça roule pas en même temps, hein, les voitures font pas les courses les unes avec les zones. Pour les fans, c'est absolument génial, mais autant vous le dire tout de suite, c'est absolument impossible pour le MotoGP et le World Superbike parce que c'est pas les mêmes diffuseurs télé. Donc va y avoir conflit d'intérêts et je peux vous dire que les diffuseurs télé, le jour où ça va causer de ça, ils vont se déchiqueter. Ouais. Hein. Donc, là, on pourrait se retrouver donc avec une saison sprint quand même en World SBK. Est-ce que pour toi, c'est un avantage, Loris? Ouais, je sais pas exactement si une situation peut être à l'avantage de quelqu'un à l'heure actuelle. La seule chose, c'est que ça va être beaucoup plus condensé et voilà, un championnat qui devient un championnat qui à la base est un championnat très long où il faut marquer des points, où on a 30 épreuves. Voilà, il va devenir beaucoup plus court. L'erreur va se payer cher, mais il va aussi falloir marquer des gros points tout de suite. Donc, ça va changer un peu la philosophie et c'est sûr que ça va changer la manière de gérer le championnat de tous les pilotes. Mais ça sera le cas en MotoGP aussi. Ça va être intéressant qu'on va pas pouvoir, les pilotes vont moins pouvoir gérer et l'erreur va se payer encore plus cher. Donc, ça va pas vraiment ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où ça va repartir, je pense que ça va être super intéressant parce que déjà c'est un peu comme des lions en cage depuis quelques mois et nous on a eu une course donc on va dire qu'on a et en plus il y a vraiment eu beaucoup de bagarres donc il y a de l'adrénaline qui est partie mais en MotoGP la première elle va être intéressante. Est-ce que tu échanges avec tes adversaires sur la situation actuelle? Un petit peu, ouais. Après, je parle beaucoup aux pilotes français du Supersport, avec Jules, avec Coco, avec Toprak en Superbike aussi. Après, lui, c'est différent. Quand il a un circuit chez lui, il roule tous les jours. Donc, c'est chez Kenan. Donc, c'est un peu différent. C'est comme Jack en Australie. Chacun un peu a une situation différente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous la même envie, c'est de rouler au plus vite, quoi. J'ai une question, je peux poser une question? Vas-y, Gilles, si tu veux. Vas-y. Non, mais vas-y, tu t'es lancé, vas-y. En plus, tu as une chemise de bûcheron, alors je ne vais pas vous poser la part.
Loris, juste, on sait que le calendrier donc, va évoluer. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Mais est-ce que le fait de ne pas savoir le nombre total d'épreuves, le nombre de courses, les dates des courses, tout ça, est-ce que ça peut changer un peu la manière d'appréhender un championnat? C'est-à-dire, est-ce que tu te donnes tout maintenant en espérant pouvoir faire un coup d'éclat, ou est-ce que tu préfères gérer un peu plus? Tu vois, c'est peut-être une appréhension différente d'un championnat. C'est sûr que le championnat, à partir du moment où il va repartir, il sera géré différemment et il faudra moins gérer les courses et voilà, faudra tout de suite marquer des gros points. Aussi dans les transferts, ça va avoir sa part d'importance parce que je pense que une grande partie des contrats seront signés alors qu'on n'aura pas fait de course presque. Donc ça change également ça. Et ça change principalement, c'est dans la préparation physique en gros, c'est comme si on était l'hiver, sauf que l'hiver est plus long que tous les hivers. Et il faut se préparer. D'habitude, on a une échéance, on a toujours des objectifs, un peu voilà, d'être à tel poids ou à tel niveau de forme à telle date pour les premiers essais, et puis après pour la course. Là, c'est un peu compliqué de gérer ça parce qu'on ne sait pas quand on va rouler. Voilà, là, au minimum, il reste encore 2 mois. Donc, d'habitude, 2 mois, on a le temps de faire les vacances et après de refaire une prépa. Donc, c'est surtout là-dessus que c'est compliqué à gérer, de garder de la motivation pour aller s'entraîner à fond et se mettre dans le rouge, mais aussi gérer, pas trop en faire parce que voilà, vu qu'on est chez nous et qu'on s'ennuie, moi j'ai plus été à en faire plus que d'habitude et parce que j'avais rien d'autre à faire et que je voulais faire du sport, mais enfin voilà, moi mon coach m'a sûr. Yann peut t'expliquer comment en faire beaucoup moins, hein, t'inquiète, c'est un spécialiste. Ouais, je sais, mais après tout ça, il y a aussi l'alimentation où faut faire gaffe à ça. C'est surtout là-dessus que c'est dur à gérer. Il y a eu un interview de Cal qui disait qu'il avait un peu lâché, mais bon, il fait quand même 23 heures de vélo par semaine, donc il a pas tant lâché que ça. Mais c'est là-dessus que c'est dur de rester motivé à en faire, mais après, si on veut en faire, à pas trop en faire. Tu vois, un mec comme Aleix, il passe ses journées sur le home trainer, donc faut pas non plus se cramer. Donc c'est plus là-dessus que c'est compliqué à gérer en ce moment qu'autre chose. D'accord, merci. Gilles. Ouais, moi, je pense sincèrement que ce soit en MotoGP ou en Superbike, je vois pas comment ils vont pouvoir dire, voilà, on aura tel programme. Donc, en gros, c'est un truc qui est assez incroyable, c'est qu'à mon avis, le championnat va peut-être pouvoir soit repartir pour le Superbike, soit démarrer carrément pour la MotoGP, mais sans savoir combien il y aura de courses. Ça veut dire que derrière, les mecs, ils vont être à fond absolu parce que il faut être en tête du championnat. Voilà, tu as 3 courses, et ben, il faut être en tête à la fin de la 3e course parce que tu sais pas ce qui va se passer après, tu sais pas s'il y en aura une 4e. Je pense que ça va être intéressant à regarder. La grande question, c'est est-ce qu'on va avoir un champion du monde, des champions du monde au rabais? Loris? Non, bien sûr que non. Un mec qui est champion du monde, il est champion du monde. Ouais. Peu importe le nombre d'épreuves. À l'époque, il y avait des championnats qui faisaient 13 courses. Nous, on a 13 épreuves en Superbike et on n'a jamais dit que c'était au rabais comparé aux 19 épreuves. Je pense pas que le nombre d'épreuves fasse la valeur du champion. Le mec qui est champion du monde, c'est le meilleur sur cette année-là et c'est celui qui a le mieux géré tous les aléas et qui a le mieux géré sa saison, mais tout ce qui, enfin, pas que sur la course, quoi, tout ce qui va avec, l'entraînement, les chutes et tous les aléas qu'il y a en dehors de ça. Et là, on est dans une période où il y a beaucoup de choses en dehors de la course qui sont à gérer également pour rester performant. Donc, le mec qui est champion du monde en fin d'année, ça sera le meilleur cette année. Et bah, ça, moi, je pense qu'il n'y a aucune année avec des champions du monde au rabais. Donc, on peut penser qu'Alex Lowes, il va espérer qu'il n'y ait pas d'autres courses, lui, derrière, on est d'accord? Ouais, après, je pense honnêtement qu'ils vont être obligés de mettre une limite de course. Si on fait qu'une course, il n'y aura pas de champion du monde. Si ça s'arrête maintenant. Voilà, moi je pense que au minimum 5 courses en Superbike, peut-être 7, 8 en MotoGP, vu que nous on en a 3 par week-end, ouais. ça peut déjà faire un champion. 5, 6, même 6 épreuves, ça serait bien pour nous, entre 6 et 9. Je pense qu'on pourra déjà parler d'un championnat, quoi. Alors, on le sait très bien par rapport à la situation actuelle mondiale. Économiquement, il y a une crise qui est en train d'arriver, qui est déjà là. Par rapport aux constructeurs, est-ce que les constructeurs déjà engagés en MotoGP vont revoir leur budget en World Superbike? Gilles? Ce qui est sûr, c'est que si la saison est blanche, ça sera beaucoup plus problématique pour les pilotes privés. Je pense que Loris pourrait nous en parler beaucoup mieux que moi. Après, savoir quelles seront les conséquences,
honnêtement, c'est très compliqué à savoir à l'avance. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des grosses équipes qui vont souffrir. Les petites, elles, il va y avoir du monde qui va rester sur le carreau. Je ne vois pas comment ça peut en être autrement. Alors, on sait que la Dorna a déjà prévu aussi toute une série d'aides. La Dorna aide déjà en temps normal beaucoup d'équipes à équilibrer un petit peu leur budget d'une année sur l'autre. Là, honnêtement, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il y a quand même des acteurs qui risquent de rester sur le carreau. Tom, on sait que tu as eu Hervé Ponchal au téléphone hier. Est-ce que tu as un peu d'infos là, concernant cette situation? Alors après, pour le Superbike, là, du coup, Hervé Ponchal ne peut pas se prononcer, bien évidemment, mais plutôt pour le MotoGP, là, on sait qu'au niveau du règlement, déjà, les développements sont gelés jusqu'à 2021. Donc, ça permet déjà de lisser, entre guillemets, les coûts sur les 2 prochaines années. Après, maintenant, comme il le dit lui-même, il va falloir travailler cette année et en début d'année prochaine pour essayer de voir ce qui peut être proposé pour voir, selon la situation économique, voir comment éviter d'avoir des coûts d'investissement trop élevés dans le MotoGP et donc éviter qu'un constructeur peut-être un peu plus faible quitte le championnat. Donc voilà, c'est des choses auxquelles ils pensent déjà. Et pour l'instant, je pense que la situation, le but d'abord, c'est de faire des courses et après de voir comment on peut réagir et rebondir par rapport à une situation économique qui est un peu compliquée, enfin qui s'annonce compliquée en tout cas. Et en World SBK, est-ce que ça va être un avantage pour Kawasaki et BMW qui ne sont pas engagés en MotoGP? Gilles? Et c'est eux qui ont en tout cas les reins les plus solides économiquement. Après, quand on dit gel des développements, à mon avis, les ordinateurs continuent de tourner, que ce soit au Japon, que ce soit les ordinateurs continuent de tourner pour essayer de voir ce qu'on peut améliorer. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, c'est peut-être un avantage pour les grosses structures parce que ils vont avoir les moyens de se réengager si ça repart vraiment à 100%, alors que des équipes privées qui sont peut-être un peu plus en difficulté, elles risquent d'y aller avec le strict minimum, voire même quelques trous dans la raquette en se disant il faut y aller, on voit comment ça se passe, quoi. Est-ce que toi, Loris, t'échanges avec ton team Temcate, sur la situation actuelle? Tu sais comment ils voient les choses? Ouais, après, ce qui est sûr, c'est que les teams privés, le mien, par exemple, c'est un concessionnaire à la base qui prépare qui vend des motos, après qui prépare des motos pour la piste, qui réinjecte une partie du budget dans la course. Donc, c'est sûr que c'est pas la période dans laquelle ils vendent le plus de motos. Après, il faudra voir combien de temps ça dure et à quel moment ça va se terminer. Je pense que si ça rouvre là, au mois de mai et qu'il y a un déconfinement et que les gens ressortent, il peut aussi y avoir l'effet des gens qui ont envie de faire de la moto après avoir passé un mois et demi chez eux. Enfin, moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, j'ai hâte de sortir la moto du garage, quoi. Donc ça va repartir. C'est sûr qu'il y aura un coût, et que ça va être compliqué pour beaucoup de monde, pour les constructeurs, mais faudra voir sur du plus long terme que sur 2 mois. C'est sûr que là, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de moto de vendu, mais ça va sûrement repartir à partir de la semaine prochaine, quand les concessionnaires, quand toutes ces choses-là pourront ouvrir, quand l'industrie va reprendre. On parle de la moto parce qu'on est dans la moto, mais c'est dans plein de domaines où c'est comme ça. Et voilà, après eux, pour Tenkate, ils continuent le développement. Je reçois des photos des motos qui sont en train de les préparer, des moteurs au banc. Donc non, là, ils sont toujours ultra motivés. Après, c'est sûr que il y a des inquiétudes parce que c'est comme toute entreprise, il y a des salaires à payer, il y a des budgets à boucler et puis on parle déjà les discussions sont déjà engagées dans tous les teams, comme je le disais tout à l'heure, pour l'an prochain. Donc après, savoir les teams qui doivent déjà parler et savoir ce qu'ils vont faire l'an prochain alors qu'ils savent pas ce qui va se passer cette année, c'est compliqué. Justement, j'allais t'en parler. Est-ce que toi, tu es déjà en discussion pour l'an prochain? Est-ce que tu as déjà des petits échos? Ouais, on est en discussion depuis depuis le début du projet. De toute façon, le but, c'est ce que j'ai dit, c'est de rester le plus longtemps possible avec Yamaha, avec Tenkate, essayer d'avoir de plus en plus de soutien et d'être de plus en plus proche de l'usine. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de belles choses avec cette machine, avec cet terrain qui est fantastique et le team qui travaille super bien. Donc à voir. Après, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte à chaque renégociation de contrat. Il y en a encore plus maintenant.
Et voilà, après, ça, c'est le boulot c'est mon manager qui s'en occupe. Moi, il m'en parle pas. Enfin, on en parle rarement et encore moins à cette époque-là. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dis. Je suis vraiment concentré sur la reprise, essayer de faire le mieux à la reprise. Et c'est frustrant. Ça fait 2 saisons où j'ai l'impression que je passe une grande partie de l'année à la maison et à attendre que les courses arrivent. Mais voilà, c'est un peu moins compliqué pour moi cette année que ça l'était l'année dernière. Donc, j'ai juste hâte que ça reprenne. On va pouvoir enchaîner là-dessus. C'est le fait de reprendre le guidon après une longue pause. Alors déjà, j'ai une question, Tom. Est-ce qu'il va y avoir des tests avant la reprise du World SBK? L'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire un test. C'est vrai que c'est, je pense ne pas me tromper, et je pense que Loris peut confirmer que de reprendre, en tout cas une MotoGP, après de longs mois d'absence et commencer directement par une FP1, c'est un peu compliqué. Sachant qu'en plus, comme disait Gilles, ils n'ont pas roulé en MotoGP au Qatar. Donc, ça fait vraiment un moment qu'ils n'ont pas roulé. Donc oui, c'est prévu qu'il y ait des tests. Pour l'instant, l'idée, clairement, pour éviter les déplacements, c'est que les tests, ou en tout cas qu'il y ait peut-être des séances en amont du premier week-end de Grand Prix, pour éviter les déplacements, encore une fois. Donc c'est sûr qu'on ne va pas faire un test au Qatar pour revenir tester, faire un Grand Prix à GRS, par exemple. Donc du coup, l'idée, c'est de faire ça en amont du Grand Prix pour pouvoir se remettre en jambes et repartir, quoi. Toi, Loris, comment ça se passe? On est toujours curieux de savoir, après une longue pause, quelle sensation quand tu retournes sur ta moto? Qu'est-ce qui t'a manqué? Voilà, j'aimerais bien savoir. Alors, en fait, c'est un peu la particularité de la vitesse, c'est qu'on arrive à être très vite dans le bain et rapide au bout de 4-5 tours, même après une longue pause, quoi. Enfin, j'ai une anecdote qui est début de saison 2016, on est à l'aéroport à Barcelone, je crois, avec mon coéquipier, avec Hector, et il y a Tito Rabat qui est là, et on parle, voilà, qu'est-ce que ça fait cet hiver, et Tito qui roule 5-6 jours par semaine en moto, tous les jours. Hector qui en avait pas fait une seule fois de l'hiver, et moi qui avais roulé sur la glace et fait du supermode, des trucs. Et Tito qui demande à Hector, mais tu sais encore où est l'accélérateur? Et voilà, on arrive à Sepang et Hector, il fait 4 de la journée en faisant son meilleur temps au 5e tour, je crois. Donc, c'est la particularité comparé au cross. Je pense que les mecs qui sont dans le cross vont beaucoup plus souffrir que nous parce qu'ils ont besoin de beaucoup rouler. La piste évolue constamment. Nous, on a des repères sur tous les circuits et tout. Donc, c'est sûr que c'est compliqué quand on a fait une longue pause de reprendre direct sur une course, mais je pense pas que ce soit un gros problème. Après, voilà, c'est physiquement, il y a toujours plein de choses qu'on peut pas bosser à la salle ou sur le vélo. Ouais. Voilà, on les bosse que sur la moto. Donc ça, c'est un peu la particularité. Et après, la chose qu'on perd, je trouve, le plus si on passe 2 mois sans faire de moto, c'est la vision. Ça revient très vite, mais voilà, les premiers tours, on a toujours tendance à vouloir baisser la puissance et à dire que les motos, voilà, vous avez trouvé des chevaux cet hiver, et après 15 tours, on leur dit ça, elle marche pas la moto, il va falloir trouver des chevaux, quoi. Donc voilà, cette sensation de vitesse et de puissance, c'est ce qu'on perd. Donc c'est ce qu'on essaye de bosser quand on est à la maison, qu'on va rouler en moto sur les circuits de cartes et ces choses-là. C'est la précision des yeux, du regard et la vision, quoi. C'est ce qu'on perd le plus, je trouve. D'ailleurs, Gilles, vas-y. Juste rajouter un truc, après, en dehors des pilotes, il ne faut pas oublier aussi que les mécanos, les motos, elles sont bloquées depuis un moment aussi. Donc, il va falloir aussi remettre tout ça en place. Donc, je pense qu'un test, c'est utile aussi pour les mécanos. Voilà, il ne faut pas oublier que derrière, c'est eux qui sont responsables, entre guillemets, du pilote. Donc, de repartir par une FP1, voilà, c'est encore une fois, je pense que c'est aussi dans l'intérêt des mécanos et des constructeurs d'avoir un test avant. Gilles, je vais revenir sur les pilotes et le confinement, l'entraînement. Forcément, chaque pays, le confinement est différent. Est-ce que c'est un avantage pour certains pilotes? Il me semble que pour Toprak Razgatoglu, c'est un peu plus libre pour les entraînements. Ouais, après, je ne sais pas si dans le range de Rossi, par exemple, il peut rouler ou pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui peuvent rouler seront sans doute un petit peu plus affûtés. Loris le disait, t'as beau faire de l'exercice, t'as beau faire plein de choses. Les muscles spécifiques qui sont engagés quand on est sur une moto de course, je pense que les gens n'imaginent pas trop à quel point c'est physique. Mais c'est monstrueux, ça m'est arrivé de monter rien que sur une moto de Superbike derrière 2 pilotes. J'ai fait une fois derrière Jean-Michel Bayle et une fois derrière Guillaume Dietrich.
mais au bout de 3 tours, t'es mort parce que juste, il faut t'accrocher comme un malade. Et eux, ils font ça pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de tours et ils ont des muscles vraiment spécifiques à travailler. Donc ça, je pense que ça peut être un avantage pour ceux qui peuvent rouler. Après, je suis persuadé que si on fait la liste de ceux qui peuvent rouler et puis demain ça reprend, ça sera pas exactement celle-là parce qu'il y a toujours, comme je disais, il y a pas forcément de règles. Il y a aussi l'envie d'y aller, le fait d'avoir une équipe qui va savoir tout de suite vous mettre la moto en configuration exacte pour pouvoir rouler vite tout de suite. Le pilote, je pense que les pilotes savent à peu près où il faut freiner, où il faut accélérer. C'est la moto après qui leur permet d'accélérer plus tôt ou pas. Donc voilà, mais savoir qui ça peut aider, ça me paraît très très compliqué. Il va y avoir un paramètre à gérer surtout, je pense que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est les pilotes qui faut faire gaffe quand on recommence après une longue pause, c'est de pas avoir trop envie de bien faire et d'avoir trop d'envie. Et là, on fait des erreurs quand on a trop envie d'y aller. C'est facile de se mettre par terre ou alors de faire des erreurs. Ceux qui vont être derrière la grille de départ et qui n'ont pas fait de course depuis 6 mois en moto 3, déjà qu'ils sont super chauds d'habitude. Voilà, là, je pense que c'est plus dans le sens de calmer ses envies, ses ardeurs et de se dire ok, la saison elle commence, c'est pas et plutôt qu'un manque d'envie. Il y aura sûrement trop d'envie qu'un manque d'envie. Alors justement, Loris, on t'a vu t'entraîner il y a quelques semaines faire une course de 24 heures de vélo sur un logiciel avec certains collègues de l'endurance. Ça me permet de rebondir sur l'endurance. Ça y est, j'ai fait une super transition enfin. Magnifique, la première. On va profiter de Gilles de la Posta pour parler de l'endurance. Va-t-on… Alors, les 24 heures du Mans, est-ce que c'est annulé ou pas? Réponds-nous s'il te plaît, Gilles. Ah mais non, mais c'est pas annulé, non. Ça a été reporté. Donc on rappelle qu'à la base, normalement, c'est mi-avril. Donc là, maintenant, la date est passée depuis un moment. Ça a été reporté d'abord début septembre. Oui. Ce qui posait un énorme problème parce qu'on était juste avant le bol d'or. Enchaîner 2 courses de 24 heures en une grosse dizaine de jours, c'était absolument pas possible pour les concurrents. Donc on est revenu un petit peu en arrière du côté de la CO et là pour l'instant c'est programmé pour le dernier week-end d'août. Bon, sauf que les manifestations internationales pour l'instant elles sont bloquées jusqu'à fin août pour la France. Donc là c'est une histoire de 24-48 heures. On va voir comment ça va être arbitré. En gros c'est la situation là, l'évolution juste après le confinement qui va nous dire si on peut envisager de faire les 24 heures du Mans et le bol d'or, et ou les deux, ou l'un ou pas l'autre, mais ça va être un petit peu délicat à savoir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas annulé. Est-ce que ça pourrait être sans spectateurs? C'est pas impossible. Après, c'est loin. Là, on parle de fin août. On est début mai. Donc, si vraiment, comme on nous le dit, l'été, l'effet de chaleur, ça peut permettre de réduire vraiment cette épidémie et puis que d'un seul coup on voit que ça y est, c'est en train de se résoudre. Faudra voir. Il y a quand même beaucoup de conditions à remplir. En plus, pour une épreuve de 24 heures, c'est quand même assez compliqué. Sachant qu'en ce moment, si on parle que des 24 heures du Mans, la Sarthe est en zone orange. Donc on ne sait pas s'ils vont basculer vert ou rouge à partir de lundi. Et ça aussi, ça peut changer pas mal de choses. Loris, est-ce qu'on pourrait te voir aux 24 heures du Mans ou au bol d'or? Alors, tu sais, moi, il y a une chose que j'ai faite depuis le début, là, c'est que j'ai arrêté de regarder les calendriers, les nouvelles. ça change toutes les semaines et même les rumeurs de ce qui va se passer, ce qui va pas se passer. Il y a même eu la rumeur de rouler sur des circuits à l'envers. Il suffit d'aller sur un circuit et de regarder les murs et on sait que c'est impossible. Donc, j'ai arrêté de regarder tout ça et j'attends de voir comment évolue un peu la situation. Comme l'a dit Gilles, on ne sait pas comment elle va évoluer. Elle peut évoluer très vite dans un sens comme dans l'autre et ça peut repartir très vite à faire des courses ou alors tout s'arrêter encore une fois. On va voir. Je pense que tout le monde est dans l'inconnu de ce qui va se passer et encore plus avec le déconfinement. Donc voilà, je sais pas. C'est sûr que moi, je l'ai toujours dit que j'aimais l'endurance et que c'est une catégorie que j'appréciais et que j'ai envie de refaire j'ai refait le bol d'or. Malheureusement, ça s'est pas terminé comme je voulais, mais j'ai envie de refaire les 24 mais ça va toujours s'ajouter en plus de mes programmes vitesse. Je suis un pilote de vitesse à l'heure actuelle et c'est la priorité.
Donc après, si toutes les conditions sont réunies comme ça l'était pour le Bol d'Or l'an dernier, pourquoi pas. Mais là, j'y crois pas trop parce que je pense qu'on va avoir une course par semaine à partir du moment où ça reprend et qu'il y aura des épreuves tous les week-ends dans toutes les catégories. On voit même que dans le vélo, ils ont présenté le calendrier hier et il y a le Giro et la Vuelta, il y a le Giro et la Vuelta qui vont se courir en même temps, je crois. Donc voilà, ça va être dans tous les sports, ça va être une saison atypique mais ça va être intéressant par contre dans tous les sports parce que justement quand on casse cette routine de saison qui est toujours pareille, il y a toujours des pilotes ou des sportifs qui arrivent à s'adapter un peu mieux et ça peut être intéressant. Ouais, Justement, pardon, il y a des équipes aussi qui vont réussir à s'adapter mieux aux conditions parce que fatalement, on aura peut-être moins de temps pour travailler sur les machines entre les courses. L'équipe Tenkate, ça peut être un bon client. C'est une équipe vraiment tout-terrain qui est capable de s'adapter. Ils ont été Honda toute leur histoire. Ils sont passés Yamaha avec des résultats qui sont tout de suite arrivés très, 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 très vite. Il y a comme ça quelques équipes où on sait qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a un feeling quand il y a des courses un peu bizarres dans des conditions un peu étranges. Tu as régulièrement soit des pilotes, et Loris en fait partie, soit des équipes qui arrivent à mettre tout de suite le point sur le bon réglage, le bon choix de pneus, tout ça. Et là, clairement, ça va vraiment être ça, hein, quelle que soit la discipline, MotoGP, World Superbike ou Endurance, les équipes qui vont être les plus malines avec les pilotes les plus intelligents, les plus réactifs, ça peut donner vraiment des choses très, très intéressantes, mais il faut que ça reparte. Sur les événements moto, donc 24 heures du Mans, Bol d'Or, après en octobre, on a Manicourt. Tom, est-ce que c'est maintenu? Est-ce que tu as des infos déjà que ça a été déplacé? Non, effectivement, ça a été déplacé. C'est toujours dans la Nièvre. Hein. Merci. Tous les soirs au point virgule. Donc oui, ça a été déplacé légèrement au calendrier, mais très légèrement. Après, maintenu, bien sûr, c'est quand même les 24 heures du Mans. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé et je ne vois pas pourquoi ce serait annulé. Après, voilà, comme dit Gilles, il reste encore quelques mois avant de voir ce qui se passe. On voit que déjà la situation change de jour en jour. Donc d'ici à Manicourt, je pense qu'il y a encore des choses qui vont changer. Donc huis clos ou pas, on ne sait pas. Mais c'est vrai que Manicourt, c'est quand même l'une des épreuves les plus importantes au calendrier du Superbike, si ce n'est la plus importante, avec beaucoup de spectateurs. C'est quand même un rendez-vous assez iconique, en tout cas dans le calendrier. Donc ça m'étonnerait que ce soit annulé, mais après, encore une fois, la situation, c'est elle qui guidera les décisions, quoi. On va croiser les doigts. Messieurs, merci. Nous avons terminé cette partie actu. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie, GP Stories. Messieurs, j'ai envie de parler des décos de casque des pilotes. Ça nous passionne tous, nous les fans. Loris, il me semble que tu as des casques avec toi. J'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Alors, vas-y, montre-nous un petit peu. Ah, je suis comme un enfant. Alors, attends. J'ai celui-là, qui est le casque actuel. T'as les jolis sacs à main, en tout cas, Loris. Allez, ça, ouais. Ah, je trouve magnifique. Voilà, t'as celui-là avec le guépard qui m'a toujours accompagné. Hop, attends, on va essayer de le centrer. Tac. Voilà, ça, c'est le casque que j'ai maintenant depuis quelques saisons. Mais après, j'ai toujours aimé faire des casques un peu différents sur certaines épreuves, dont Manicourt. J'ai toujours fait... L'an dernier, j'ai fait un truc pour l'association de Stéphane Paulus. Et le casque de toutes ces courses qui me plaît énormément, c'est celui-là. Celui que j'avais fait pour mon premier... je m'en souviens. Pour mon premier Grand Prix avec mes montagnes. Il y a tous les sommets du Mont Blanc écrits sur le côté avec les altitudes. La chaîne du Mont Blanc avec la chaîne du Mont Blanc sur l'arrière. Donc, on la voit pas super bien, mais hop. Et qui est le peintre, le designer de tes casques? Alors, le peintre, c'est OCD. Le designer de celui-là, c'était Pasqui, qui travaillait pour OCD avant. Et maintenant, c'est ASD, c'est Sébastien Arpuzzo qui a fait le design du rouge, de celui que j'utilise à toutes les courses. Ouais. Et voilà, Sébastien Arpuzzo, et c'est OCD qui les peint. Mais ouais, j'aime bien essayer de faire des casques spéciaux de temps en temps. Ça a été compliqué depuis un an avec les nouvelles réglementations de casques et tout, qui sont arrivées. Et puis nous qui arrivions à mi-saison, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'avais d'autres trucs un peu à faire mais ouais, j'ai hâte de savoir un peu le calendrier et d'essayer de me pencher sur un futur casque. Et est-ce qu'il y a un casque de pilote qui t'a marqué?
Pas spécialement, il y a beaucoup de casques que j'aime beaucoup. Après, voilà, le casque que j'aime bien, c'est, qui m'a marqué, c'est mon premier casque de vitesse. C'est un Mic Douane réplica, je l'ai encore à la maison. Mythique. Voilà. Et voilà, j'ai une photo sur la pire que je fais, ou la première fois que j'ai essayé une moto de vitesse, où j'ai le sourire jusqu'aux oreilles à travers le casque. Et voilà, on sait que je m'étais pas trompé, que c'est bien ce que je voulais faire. C'est Aldo Drodi d'ailleurs qui a fait la déco de ce casque. J'ai appris ça. Monsieur Gilles Delaposta, un casque qui t'a marqué, toi, de pilote? Alors, bon, moi déjà, je t'ai dit, Yann, en préparant l'émission, moi, je suis bi. J'aime la moto et j'aime aussi la voiture. Vous allez voir, c'est un rapport. Voilà, et j'aime aussi la voiture. Et moi, le casque, si tu me parles d'un casque, pour moi, c'est celui de Senna, donc voilà, en Formule 1. Et moi, c'était un peu compliqué en fait de l'avouer quand j'étais petit, parce que il était contre Prost, et Prost c'était la France, quoi. Donc forcément, et donc j'étais pour Prost, et en même temps, tu voyais bien qu'il y avait une magie, quoi, qui émanait de ce pilote. Et alors pour la petite histoire, le 1er mai 94, on regarde la Formule 1, un Grand Prix de Saint-Marin, et donc c'est Senna qui commande son propre tour de qualification. Donc il explique blablabla, voilà, virage à gauche, virage à droite et tout, et à la fin de son tour, il dit bon, vous passerez le bonjour à Alain Prost, qui était consultant pour TF1, et il lui dit Alain, tu me manques. Et malheureusement, quelques heures plus tard, il était décédé. Alors que moi, pendant quelques heures, je me disais, ça y est, quoi, mes deux idoles sont réconciliées. Donc, il y a en plus toute cette histoire derrière qui fait que j'ai un attachement un petit peu particulier à ce casque. Tu nous as donné un peu les frissons quand même, là, sur cette histoire. Moi, pour l'histoire, mon grand-père, moi, j'ai pris la passion du sport mécanique du côté de mon père, donc spécialement avec mon grand-père. Et lui était fan inconditionnel de Senna. Fallait pas lui parler d'autre chose, et il était à l'hôpital, il était malade quand Ayrton est décédé, et moi j'avais 1 an, donc je m'en souviens pas du tout, mais mes parents lui ont pas dit que Ayrton était décédé, ils lui ont dit qu'il avait gagné le Grand Prix, et mon grand-père est décédé 2 jours après. J'ai jamais vraiment pu connaître ni l'un ni l'autre, mais j'ai aussi cette passion un peu, j'adore regarder les tours embarqués de Senna et tout. C'est dingue comme ce mec a marqué l'histoire du sport mécanique. Il a changé quelque chose. Là, on parle de Formule 1 dans une émission de moto. Je pense qu'on va se faire insulter. Mais c'est beau. C'est un mec qui aurait pu être pilote moto avec les affaires qu'il avait. D'accord. Il arrivait à faire des choses que les autres n'arrivaient pas à faire, non seulement, mais n'arrivaient même pas à expliquer. Et il y a un pilote en ce moment au Grand Prix qui arrive à rattraper des situations où, même quand vous êtes avec des pilotes en off, ils vous disent normalement, là, tu es par terre 12 fois, quoi. Et non. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ça. Mais voilà, moi, mon casque, c'est celui de Senna. Tom, un casque qui t'a marqué chez les pilotes? Il y en a plusieurs. Après, moi, je pense qu'il y en a un qui va peut-être pas forcément apprécier ce que je vais dire, mais notamment Michael Rivoire. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les Harai. Et donc, comme Loris, j'ai beaucoup aimé les premières décos de Douane. Ouais. Mais après, un qui m'a marqué le plus, parce que je l'ai eu et que je me le suis acheté avec mon argent, c'était le Nakano avec les yeux. Et à cette époque-là, j'avais réussi à le faire dédicacer. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, les 2 yeux comme ça. Il n'y avait pas que lui qui le portait, il y avait Matsudo, il y en avait pas tout plein de Japonais qui portaient ces 2 yeux un peu manga. Donc il y a une histoire derrière tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est un truc qui m'a marqué, et voilà. C'est resté depuis. C'est le symbole du pilote à chaque fois, ouais, c'est ça. Et puis Harai, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ces casques-là. Après, voilà, c'est un débat qu'on ne va pas. Ça y est, c'est parti. Moi, j'ai un casque qui m'a marqué, c'est vraiment celui de Rossi. Mais moi, c'était prévu dans l'émission quand même, je peux le dire ou pas? Enlève ton casque déjà pour nous parler. Non, mais forcément, il y a un casque, moi, qui m'a marqué, c'est celui de Rossi au Mugello en 2008, vous vous en souvenez ou pas? Voilà. Ah oui. Et en fait, il fait cette tête, pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est la tête qu'il fait quand il arrive au bout de la ligne droite, non, c'est ça? Exactement. Ils ont trouvé ça avec Aldo Drudi, et voilà. Après, il y a plein de casques. Honnêtement, quand tu roules au Mugello, c'est la tête que tu fais quand tu arrives au premier virage et que tu sais pas si tu vas réussir à freiner, passer par-dessus, décoller. Est-ce que c'est la tête que tu as faite c'était à Austin quand tu as récupéré la moto? C'est ça?
Ouais, je pense que c'est la tête que j'ai fait pas mal de fois parce que malgré tout, des sauvetages comme Austin, j'en ai fait pas mal. Après, le seul truc, c'est que quand on n'est pas aux avant-postes, voilà, dans les 3-4 premiers, on n'est pas sous les caméras tout le temps. Et celui d'Austin, j'étais en train de me faire un super tour, c'est pour ça qu'il a été fini. Mais ouais, des sauvetages comme ça, j'en ai fait pas mal et je pense que ouais, c'est un peu la tête qu'on fait à chaque fois qu'on sauve, sauf Marc. Je pense que lui, il y a rien qui change. Il bouge Ouais, pas. Comme ça. Il fait sa tête normale. Hop, allez, c'est sa façon normale de passer les virages, lui, en fait. Exactement. Et le pire, D'ailleurs, j'ai une revendication, c'est celle d'avoir inventé quand même une façon de décrire ce qu'il a fait. Et honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour tous mes camarades commentateurs, mais je crois que moi, j'ai dit un jour, je commentais avec Jackie Hutto, à l'époque, Marquez était en moto 2, et pareil, il perd l'avant dans un virage, et je dis en fait, Jackie dit, il a failli tomber. Je dis non, il est tombé, mais il ne s'est pas arrêté en fait. Et en fait, là, on a commencé la partie d'émission où on s'envoie des fleurs. Non, pas du tout. D'ailleurs, en parlant de ligne droite au Mugello, Marquez, il s'en était mis une, là, sa toute première participation au Mugello, où mais pour moi, la plus impressionnante, c'est celle de Pirot l'an dernier. Là-bas. Oui, je suis d'accord. Cette chute, c'est incroyable qu'il s'en soit si bien sorti. Et Nakano aussi, il avait fait un vol aussi au Mugello. Il avait explosé le pneu, lui. Ouais. Messieurs, je suis désolé, on va enchaîner sur autre chose tout de suite. On va enchaîner sur les anecdotes de paddock. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, Loris? Vas-y. Il y en a plein, il y en a tellement. Après, tiens, je suis chez Tenkate, donc on va raconter celle-ci. La première fois que j'ai roulé chez Tenkate, c'était dans le junior team, c'était en 2011 quand la saison en BSD s'est arrêtée faute de sponsor et que j'ai fait pas mal de courses un peu partout en fin d'année, en championnat allemand, en championnat d'Espagne, et je suis venu faire 2 épreuves du mondial super stock avec Tenkate, avec le junior team. Et donc j'arrive le jeudi à Manicourt. Eux, ils n'avaient pas fait une super saison cette année-là. Et j'arrive le jeudi, je me présente, je dis bonjour au team et tout. Je pars à l'hôtel, je vais me coucher. Et voilà, on se donne rendez-vous le matin, comme d'hab, à peu près, n'importe quel team, 1h30, 2 heures avant la séance. Et je vais me coucher, j'étais avec mon père à l'hôtel, je mets le réveil, tac. Et mon père me réveille le matin, il me fait, tu roules à quelle heure? Je crois que c'était 9h25 les séances. Ou non, 9h05. Et je lui dis 9h05. Il me dit, il est 8h53. Et il me dit, je roule dans 12 minutes. Et on était à l'hôtel du circuit à Manicourt, pour ceux qui connaissent. Et donc, je saute dans les affaires, on saute dans la voiture, on arrive au paddock, donc qui est à côté. Et j'arrive, en fait, dans le box 5 minutes avant la séance. Je saute dans mon Q2, je pars. On était dans le paddock, donc en super stock, le temps d'arriver, la pit lane était déjà ouverte. Et je crois que je fais 5e temps de la séance ou 4e temps de la séance sans connaître la moto et tout. Et je fais un des meilleurs week-ends du team. Et en fait, quand j'arrive de la séance, donc je rentre au box, le team manager me regarde et il me fait, tu retournes te coucher tout de suite. C'est bon, ça. Mais dans la ligne droite, honnêtement, c'est la première fois que je me réveillais à 300 à l'heure dans la ligne droite. Je veux dire, j'étais dans la ligne droite, j'ai pas eu le temps de déjeuner, j'ai rien bu et tout. J'étais dans la ligne droite, j'avais encore les yeux qui collaient. Et on arrive à Adélaïde et vraiment, le freinage d'Adélaïde, c'était le vrai réveil. Ça, c'est bon, ça. Gilles, à ton tour. Alors, moi, j'ai une anecdote quand même. C'est un moment un petit peu particulier. C'était à Valence, donc ça doit être fin 2013. J'ai pas vérifié, mais en fait, c'est quand Jérémy Burgess prend sa retraite, qu'il est remercié par Valentino Rossi. Et en gros, je me dis, c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de le rencontrer, ce mec-là, quoi. Donc, à ce moment-là, je commentais avec Jackie Hutto pour Eurosport. Et je lui dis, Jackie, il faut qu'on arrive à se faire un moment avec lui, quoi. Tu imagines bien que donc il venait d'annoncer que Rossi se séparait de lui. Là, on essaye d'aller chez Yamaha faire une interview avec Jérémy Burgess qui vient de se faire remercier. Les mecs nous ont regardés en disant, mais eux, qu'est-ce qu'ils préparent, quoi. Et en fait, on a passé un super moment. C'est grâce à Jackie qu'on a eu ce moment, parce que Jérémy connaissait Jackie depuis très longtemps. Et on commence. Je travaillais pour un site internet en même temps qu'Eurosport à ce moment-là. Donc, on commence à faire une interview. Moi, j'avais prévu 3, 4, 5 questions. Allez, il faut que ça les fasse 10-12 minutes. Je sais pas, ça a duré 1h30 parce qu'après, Jérémy et Jackie se sont mis à discuter. Et là, vous êtes entre les deux. Alors,
Jackie, il n'est pas considéré comme un monstre sacré, mais c'est une des mémoires vivantes du paddock. C'était un moment extraordinaire. Il ne manquait plus que les caméras et on aurait pu tenir 4 heures avec les deux là. C'était absolument génial. Et une élégance de ce gars qui venait de se faire remercier. Voilà, franchement, j'aurais eu du mal à l'encaisser comme lui le faisait. Et c'était vraiment un de mes meilleurs moments dans le paddock. Donc on peut dire merci Jackie. Et... Voilà, tu sais que quand je commentais la Moto 2 et la Moto 3 sur Eurosport, j'avais Jackie Hutto dans la cabine et Michel Turcot dans les stands. Et à chaque fois, je disais merci Jackie et Michel. Et jamais personne n'avait percuté. Allez, Tom. Jackie, c'est la voix, enfin, c'est une voix qui a marqué les courses. Moi, j'ai un sponsor qui voulait rencontrer Jackie et passer un moment avec parce qu'il disait c'est sa voix qui m'a marqué, quoi. Tu veux que je te dise un truc ? Quand on m'a dit que j'allais arrêter de commenter les Grands Prix, ce qui m'a le plus embêté, c'était de plus passer ces moments avec Jackie. Ah ouais, il est super, Jackie. Ouais, je vais me mettre à chialer là, je vais pleurer les gars. Coucou Jackie. On l'embrasse. Quand tu viens lui dire bonjour, quand tu viens lui dire bonjour dans le camion Elf ou quoi, tu sais très bien qu'il va ressortir avec quelque chose que tu ne connaissais pas sur les Grands Prix, donc c'est vraiment génial. Ouais, ou tu regardes l'heure, tu dis bon, là, j'ai pas le temps d'aller lui dire bonjour, donc. Tom, à toi. Pareil, il y a plein d'anecdotes, même si entre guillemets ma carrière est assez courte. C'était en 2015 en fait, je fais quand même quelques photos comme vous le savez, et en 2015 Grand Prix de Valence, je dis tiens, je vais me mettre en bord de piste. Donc il y avait un climat déjà qui régnait depuis le début du week-end. Avec tout ce qui s'était passé, hein. On savait que le titre se jouait entre Rossi et Lorenzo et que fallait que Rossi termine une certaine position, alors je sais plus laquelle, pour pouvoir être éventuellement titré, que Marquez, voilà. Et donc du coup, c'était vraiment un climat assez particulier. Donc je me suis dit tiens, là je vais me mettre en bord de piste et je vais faire quelques photos. Et en fait pendant ce Grand Prix là, c'était vraiment particulier. Je sais pas comment le décrire. C'est les spectateurs qui comme les tribunes à Valence, vous savez, c'est un stadium, donc du coup, c'est vraiment démarqué. Il y a la tribune Rossi, la tribune Lorenzo, la tribune Marquez. Donc c'est assez particulier. Donc je me suis retrouvé à un moment donné dans une espèce de tribune mélange Lorenzo-Marquez. Et c'était vraiment assez particulier. Et j'ai même pas pu prendre de photos. Je me suis retrouvé juste à côté du camion où il y avait, alors si je me trompe pas, à l'époque, c'était Ricky Cardus. Je sais plus quel autre de ses amis qui commençait à se déguiser, qui portait les cuirs de Lorenzo au moment où il avait été titré, donc de ses 5 titres. Donc je me suis retrouvé là et j'ai même pas pu prendre de photos parce que j'avais vraiment des frissons. C'était vraiment particulier. Et donc ils se sont tous changés, ils se sont mis pour faire la photo. J'ai même pas pu prendre de photos parce que j'étais vraiment bloqué. Et après derrière on voit Rossi qui se fait, dans son tour d'honneur, qui se fait féliciter par tout le monde. C'était vraiment, je sais pas comment décrire. C'était vraiment c'est un Grand Prix spécial. Moi, on a tous reçu des menaces, les pilotes, avant le Grand Prix. C'est-à-dire qu'il fallait absolument laisser passer Rossi instantanément, sinon ils envahissaient la piste, ça nous empêchait de courir et tout. C'était un truc de fou. Ouais, c'était vraiment, c'était un climat particulier, vraiment. Et donc, c'est vrai que je m'en souviens encore, et c'est vrai que j'ai pas pu prendre de photos, ou en tout cas, les peu que j'ai pris, les prises n'étaient pas du tout exploitables. Mais du coup, c'était vraiment génial, quoi. Bon, c'est bien, grâce à toi, on aura de l'activité dans les commentaires de l'émission. Merci beaucoup. Messieurs, c'est l'heure du quiz spécial réseaux sociaux. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Je sens les pièges. Ok. Je suis nul au quiz en plus. Je sens que tout le monde est concentré, c'est parti. Première question. Quelle est la toute première photo postée par Loris Baz sur son compte Instagram? Réponse A, 2 chiens. Réponse B, une piscine. Réponse C, Loris sur le podium à Imola en 2012. Réponse D, Loris sur le podium au Macumba en 2011. Oh là là, messieurs, je vous donne quelques secondes. Ah, je pense que tout le monde est prêt. Allez-y, c'est parti. Alors, Loris, vas-y. Eh bien, c'était la réponse B. C'est Tom qui a remporté donc cette première question. C'était visiblement une piscine en Espagne. Les vacances. Ouais, Franck Mier n'a pas eu trop d'infos là-dessus, mais voilà, une piscine en Espagne. Ah, t'as essayé de chercher les infos quand même. Oui, t'inquiète pas. C'est surtout qu'il n'a pas voulu te les donner, les infos. Il les a toutes les photos du compte. Oui, j'ai fait tout le compte un matin à 8h. Je te promets que j'ai fait ça.
Et il faut que le confinement prenne fin. Il va y avoir des suicides. L'étape d'après, c'est le suicide, je crois. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième question. Quel est le message qui accompagne la dernière photo postée par Kenny Forêt sur sa page Facebook? Réponse A, inquiet ou confiant, point d'interrogation. Réponse B, tout vient à point, à qui c'est attendre. Réponse C, apprends d'hier, vis aujourd'hui, espère pour demain. Réponse D, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça, c'est Van Damme. On sait pas. Ouais, mais il aurait pu la mettre. Attends, il peut la mettre. Messieurs, allez-y. Attends, apprends d'hier, vis. Alors, C'est bête, j'attends vos réponses. hier. Oui. Alors, on a ici une réponse C. C'est la réponse A, la bonne réponse. C'est inquiet ou confiant? Confiant. Salut Bravo, Kenny. bravo. Donc pour l'instant, on a une égalité entre Gilles et monsieur Thomas Morcellino. On enchaîne tout de suite avec la question numéro 3. Parmi ces trois affirmations, laquelle est vraie? Réponse A, Andrea Iannone est sur TikTok. Réponse B, Jean-Michel Bayle a un Skyblog. Réponse C, Randy Depugnet sur LinkedIn. Ne rigolez pas, il n'y a pas de vanne. Réponse D. Non, mais la D, elle est marrante. Réponse D, Carmelo Espeleta est sur Tinder. Messieurs, j'attends vos réponses. La bonne réponse était la réponse C. C'était Randy Depugnet sur LinkedIn, effectivement. Et le Skyblog, c'est plutôt Loris. Ça, je le sais. Je sais que tu as un Skyblog qui est encore en ligne. Voilà. Ouais, grave. Et je le laisse en ligne parce qu'il y a les photos de mes chiens que j'ai pas ailleurs. Donc, en fait, je le garde. Donc, nous sommes toujours à égalité avec nos deux consultants. Bravo, messieurs. On continue sur la question 4. Ça va se jouer à un cheveu, Tom, je te préviens. Sur le compte Instagram du JMT94, quelle est la publication qui a eu le plus de succès en 2020? Réponse A, la vidéo record du tour de David Cheka à Carole en 2013. Réponse B, les photos souvenirs de la victoire aux 24 heures du Mans en 2001. Réponse C, les photos de Jules Cluzel et Corentin Perolari avec leur moto. Réponse D, une photo de Christophe Guyot avec un filtre lapin. Messieurs, alors, la bonne réponse était la réponse C. Donc personne n'a remporté de points sur cette question. On enchaîne, attention, sur la dernière question. T'espères un Question jingle, là. 5. Non, pas du tout. Je fais comme dans Qui veut gagner des millions, je prends mon temps. D'accord. Dans une des dernières vidéos de Jonathan Ray, je parle anglais, on peut apercevoir un objet de couleur verte dans sa cuisine. Dans la vidéo, il fait un petit tour de moto. Voilà. Réponse A, un mug de l'équipe nationale d'Irlande du Nord. Réponse B, une bouilloire. Réponse C, du liquide vaisselle. Ou réponse D, le personnage c'est Hélène. Messieurs. Alors, je vérifie. J'attends vos réponses. Attends, c'est pas ma page. Et la bonne réponse était la réponse C, du liquide vaisselle vert, tout simplement. Donc, voilà. On est sur une égalité, on est voilà, tout le monde a participé. Bravo, vous avez gagné toute notre estime, comme disaient les inconnus. Bravo, merci messieurs d'avoir participé à ce petit quiz qui était bien sympathique. Finish line, je vois qui s'affiche, c'est magnifique, c'est magnifique. On va terminer cette émission sur l'image de la semaine. Et on a découvert un jeune artiste, un rappeur qui s'appelle Dylan. Attends, voilà, on va l'écouter. Non mais déjà ça suffit. Non mais je le connais le son. Oui, voilà. Je roule en Yamaha. Voilà. Faut t'accrocher. Je roule en Yamaha. Tout le monde me l'a envoyé. Faut t'accrocher. Donc on espère voir bientôt Dylan dans une des émissions télécrochet télé. Et bravo à un lui. duo avec lui, hein. Exactement. Avec la dernière publication que j'ai faite. Exactement. Il y a peut-être moyen. Messieurs, merci à tous. Merci d'avoir participé à cette émission. Loris, on espère te revoir très bientôt sur la grille de départ. Merci à toi. Merci à vous trois. Mon petit homme, nous on va se retrouver sur MotoGP 20 dans 1 heure pour se tirer la bourre, je pense, ça va être ça. Merci à toi. En mode pro, ouais, pas de souci, avec grand plaisir. Et Gilles de la Posta va bientôt sur les plateaux de cinéma avec Jason Statham alors. Exactement, moi j'ai surtout un commentaire de World Superbike Vintage à préparer pour Eurosport.
Laquelle Mine de rien, l'enregistrement de cette émission, il a duré beaucoup plus longtemps que prévu parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que toi, tu fais 12 prises à chaque fois. Quoi. Non, 14, j'en ai fait 14. Les gens pensent que tu as du talent, mais en fait, non, tu travailles. Non, pas du tout. Ah non, mais ça me fait c'est bien de dire ça. Je travaille plus que je n'ai de talent. Ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Ça nous a vraiment fait plaisir d'être ensemble pendant 1 heure. Un grand merci à Alexandre Durez à la réalisation et aussi à Nicolas Huez et à Pierre Guillem au graphisme. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans Blabla GP. Bisous. Ciao.